Donc, comme je l'expliquais, j'ai souhaité donc te donner la parole pour présenter nos entreprises de l'impression 3D Made in France, dont tu fais D'accord, partie avec ton équipe. Et l'idée, effectivement, c'est exactement. qu'on puisse mieux connaître ces acteurs français et voir aussi comment vous avez agi pendant cette période aussi compliquée, comment vous êtes organisé, ce que vous produisez encore. Pas mal de questions. Et voilà, donc peut-être dans un premier temps, si tu peux nous présenter ton activité, et puis je Mhm. pense qu'on aura pas mal de questions pour mieux vous connaître. Ok. Alors oui, j'essaie de pas être trop rébarbatif. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, juste rapidement, donc Francophile, voilà, c'est une société, enfin, c'est encore une start-up, hein, parce qu'on est en pleine levée de fonds, qui développe et fabrique tous ces filaments. Toutes les extrusions sont réalisées chez nous sur notre site de production en Normandie. Donc rapidement, voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Nous sommes toujours sous statut de start-up. On développe du filament pour donc toutes les imprimantes utilisant la technologie SDM, des pots de fil fondus. La société a été officiellement créée en mai 2017. Aujourd'hui, nous sommes trois, bientôt quatre. Moi, je suis plutôt en charge de la partie développement hors technique. C'est mon collègue qui a été le porteur de projet, Florent, qui a créé la société et qui est lui ingénieur en plasturgie et qui est parti d'un simple postulat à l'époque quand il a commencé lui-même à imprimer, qu'il n'arrivait pas à trouver des consommables répondant à ses exigences de qualité, donc il s'est dit qu'il allait essayer de se lancer là-dedans. Notre activité, pour la résumer assez rapidement, la première partie, c'est tout ce qui est du filament standard, hein, du PLA, des couleurs basiques, des effets métallisés, des effets irisés. Avec une petite spécificité, c'est qu'on est capable de proposer la couleur sur mesure, les conditionnements sur mesure, la couleur sur mesure à partir d'un kilo uniquement. Et sur cette partie, on va dire grand public, utilisation pour tout le monde. On s'est fait connaître sur une gamme qu'on a appelée les coproduits, sur lesquels je vais revenir après, qui sont des PLA naturellement colorés par la revalorisation de déchets. C'est-à-dire qu'on entendait beaucoup, nous, au début, parler de biosourcé, et on trouvait qu'il y avait une partie mensongère dans la mesure où il y a quand même du colorant, et que ça l'est pas. Donc nous, on produit une partie standard, on s'est pas caché là-dessus. Par contre, le coproduit, lui, apporte la touche 100% biosourcée, puisque la couleur est apportée par la revalorisation de déchets en économie circulaire. Et la deuxième casquette qu'on a, c'est qu'on fait du développement à façon de matériaux techniques et ultra techniques pour l'industrie. Alors rapidement, les domaines d'activité sur lesquels on intervient, c'est aussi bien de l'industrie de pointe comme l'automobile, l'aérospatiale, des secteurs un peu paramédicaux, après beaucoup de demandes sur le prototypage, un peu le luxe, l'éducation, les Fab Labs, l'éducation nationale. Et beaucoup de demandes qui arrivent sur le recyclage de matériaux plastiques, un peu tout polymère confondu. Et on fait également du développement en marque blanche. Donc il y a certains acteurs que vous allez retrouver sur les marchés francophones ou européens qui sont brandés mais qui ne fabriquent pas. C'est-à-dire que ça peut être nous derrière, par exemple. Voilà. Alors les coproduits, rapidement, hein, j'ai juste fait un slide pour vous montrer aujourd'hui la gamme. On en a développé 5. Donc on a le filament à base de coquille Saint-Jacques, à base de coquille de moule, coquille d'huître pour la partie coquillage, et deux autres, donc un avec les chutes de blé et un avec le marc de café. Donc ça, c'est vraiment de l'économie circulaire. C'est récupéré dans les restaurants de notre région en Normandie par un prestataire qui va nettoyer, broyer, et ensuite, en fonction des formules qu'on a établies avec lui, regranuler pour nous, donc compounder tout ça pour nous faire du granulé et que nous, on va venir saturer en PLA pour faire une base de colorant qu'on va rediluer ensuite derrière au moment d'extruder sur du PLA vierge. Donc aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une gamme, on va dire, de 5 coloris vraiment originaux et donc 100% biosourcés. Comme je vous l'ai mis, naturellement colorés par la revalorisation de déchets. Il faut bien comprendre, des fois on a la question, on ne parle pas de matériaux nobles, mais vraiment de matériaux qui sont réutilisés après leur premier cycle de vie en filière restauration ou agricole. Une fois que les coquillages ont été consommés, ils partent à la poubelle. On s'est dit, voilà, c'est l'occasion de les retraiter. Le blé, c'est pas du blé noble, hein, c'est des chutes de blé, c'est du blé déclassé, c'est les peaux des grains
qui ne sont pas utilisés par l'industrie agroalimentaire. Et le marc de café, c'est quand vous avez pris votre café dans une brasserie ou un bar, le marc de café qui est récupéré, séché, retamisé, regranulé, voilà. Donc aujourd'hui, cette gamme-là, on a des nouvelles pistes sur lesquelles on travaille. Le souci étant, quand on travaille du déchet, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'on le nettoie, il faut le chauffer, le sécher, et on arrive toujours à bien obtenir du coup des couleurs très très foncées. Donc on a beau se dire, allons-y, travaillons, je ne sais pas, de la betterave, de la carotte, ça va donner une belle couleur. Et en fait, non, pas du tout, ça donne du foncé tout le temps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez difficile d'obtenir des teintes claires à partir de déchets. Le développement à façon, plutôt pour les industriels, là je change complètement de volet. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comment ça fonctionne? On a l'expression d'un besoin par un cahier des charges qui nous est remis. On part en général, la première étape, c'est de savoir sur quelle base polymère il faut travailler, quel matériau. On transforme le granulé en fonction des besoins. S'il y a besoin de le charger, je dis n'importe quoi, en fibre de carbone, en fibre de verre, s'il faut lui donner des propriétés de résistance chimiques, mécaniques spécifiques. Ensuite, il y a un nombre d'itérations différents. On extrude, on va faire plusieurs tests de filaments. On va voir comment se comporte le fil déjà à l'aspect et puis après à l'impression. Et ensuite, on va faire des caractérisations mécaniques en labo, de résistance au choc, thermique, encore une fois aux propriétés chimiques qui nous a été demandées. Et puis on recommence le procédé jusqu'à temps d'arriver à un résultat qui corresponde à l'expression des besoins du client. Voilà, alors pour ça, aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on est petit, même si on a un ingénieur en plasturgie hors pair, il faut s'appuyer, on va dire, sur les réseaux qui sont dynamiques et en avance sur les technologies de fabrication additive. Donc chez nous, en Normandie, on a la chance d'avoir quelques pôles d'excellence, notamment en Normandie Aéroespace, qui est très demandeur sur ces technologies, qui pousse pour faire que la région ne soit pas en retard sur tout ça. Et puis on a aussi l'ARIA, l'Association régionale de l'industrie automobile, avec plusieurs gros pôles Renault, PSA et d'autres membres, comme Valeo, pour citer les plus gros. Donc voilà, c'est d'essayer de travailler en bonne intelligence avec toutes ces personnes qui ont des besoins et nous, on peut en face répondre, mais en profitant également de leur expertise. Voilà, pour une présentation un peu détaillée, vous pouvez retrouver, ça c'est pour la partie plutôt grand public, les informations nouvelles quand on en a, les actions qui sont mises en place, et vous avez une adresse mail si vous avez des questions à nous poser en particulier. Voilà pour la présentation. Florian, après, je sais pas, tu veux qu'on parle un petit peu des actions? Merci effectivement d'avoir fait cette présentation parce que c'est vrai que aujourd'hui, des acteurs français de l'impression 3D, vous n'êtes pas forcément très nombreux. Et tu l'as évoqué, le projet est né finalement d'un besoin. Presque d'un manque, c'était d'un constat qu'il n'y avait pas forcément les matériaux disponibles. Est-ce que c'est quelque chose qui, depuis finalement ces 3 dernières années, a changé ou est-ce que c'est encore le constat qu'on peut faire quand tu échanges avec les clients de la technologie FDM? Alors là, ouais, vraiment, c'est plutôt sur la partie du coup des industriels. Il y a de tout, c'est-à-dire que il y a encore beaucoup de monde qui cherche ces marques, c'est-à-dire que souvent le truc c'est de nous dire ah oui la 3D c'est sûr, oui nous, mais dites-moi pourquoi, aujourd'hui quelles applications chez moi? Pour ceux qui ne sont pas encore passés, pour ceux qui y sont déjà passés et qui viennent nous voir nous, c'est oui il y a du matériau technique, oui il y a peut-être même de l'ultra technique, mais aujourd'hui ça répond pas aux besoins spécifiques qu'on a. C'est pour ça que nous, pour l'instant, si vous allez voir sur notre site, vous n'allez trouver que des matériaux très standards, très génériques, puisque les développements à façon qui ont été réalisés pour les premiers industriels qui travaillent avec nous ont été faits pour des besoins bien à eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont trouver, je sais pas, de la BSPC ou des matériaux chargés en fibre de carbone, mais ça répond pas pile poil à leurs besoins. C'est pour ça qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut pas essayer de partir de l'inverse, d'écouter quels sont les besoins pour répondre précisément à la demande. Si demain, ça crée des standards de matériaux d'impression, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas qu'on constate, du moins au niveau auquel on demande d'intervenir. Donc finalement, le premier réflexe des industriels, c'est de rechercher la matière peut-être qu'ils connaissent déjà, où il y a déjà, on va dire, une prise de conscience que l'impression 3D va pas forcément avoir une équivalence de matière. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu entends, que tu constates? Nous, non, il y en a qui vont en effet essayer d'aller rechercher parce que
pour tel ou tel prototype, il n'y a pas finalement besoin de matériaux. Par contre, à partir du moment où on commence à envisager des petites séries, voire des moyennes séries, il faut que ça réponde à des standards, à des besoins spécifiques pour chacun. Et il y en a qui sont prêts à aller vers la création de matériaux vraiment adéquats. Et très bien. Et du coup, tu évoquais le fait que vous êtes capable aujourd'hui de produire un matériau sur mesure à partir d'une bobine de fil, finalement, c'est ça? On peut après, à partir du moment où nous, en face, on met du temps machine, du temps humain, donc c'est-à-dire on facture des coûts de recherche et développement. Si le client veut faire le projet juste pour 1 kilo, il le fait pour 1 kilo. Le but en général, c'est quand même pour lui derrière de créer un matériau dont il va avoir des besoins, ou au contraire se dire c'était peut-être pas la bonne piste, on part sur autre chose, mais quand même d'embrayer sur plutôt une production. Alors c'est pas encore des volumes énormes, mais des fois ils ont quand même besoin de quelques dizaines de kilos, et ça reste toujours plus avantageux quand ils s'y lancent que faire de l'injection, en fait. C'est souvent le constat. D'accord, donc finalement, la pré-industrialisation ou la petite série, la technologie FDM est tout à fait compétitive. Et en plus, là, vous proposez la bonne matière pour l'entreprise. Voilà. Disons que la FDM a l'avantage quand même, comparé à d'autres technologies, d'être accessible, et puis de présenter quand même ce gros avantage d'avoir beaucoup plus de matériaux que d'autres technologies, quoi. Et aujourd'hui, la capacité de production de Francophile, parce que souvent, on met un petit peu face à face des produits dits Made in France, peut-être avec des prix plus élevés, avec peut-être des difficultés, on va dire, de, de volume, de volumétrie ou de logistique, et de l'autre côté, des marques internationales qui vont peut-être être plus compétitives. Est-ce que là, on est dans ce rapport-là, ou quand on regarde sur vos produits, vous êtes sur finalement dans les mêmes rapports de prix que les autres producteurs? Comment vous pouvez équilibrer ça? Et est-ce que le fait d'être Made in France, c'est un peu un inconvénient, ou pour le coup, là vous êtes à armes égales, j'ai envie de dire, sur le marché français? Alors si on fait juste très rapidement en B2C, c'est clairement c'est pas rentable, c'est pas, il y a pour faire des PLA, deux trois trucs sympas avec des paillettes, des machins, donc voilà, on n'est pas les seuls. Après la qualité est différente et on est plus cher, c'est certain. Derrière, par contre, sur la partie B2B, non, c'est clairement les acteurs de l'automobile, de l'aérospatial, ils veulent travailler en France avec des standards français, des ingénieurs qui sortent de nos écoles. Euh, il y a, ils ont pas besoin en plus aujourd'hui de volume énorme, hein. C'est vraiment, ça tâtonne encore. Si on parle de 30, 50 kilos sur certains projets, voire plus, nous, on est en mesure de les produire sans problème. D'autant plus que ce sont des projets qui se planifient. On crée pas un matériau du jour au lendemain. Ça peut prendre plusieurs mois. Donc ça, c'est pas un souci aujourd'hui. Si demain, des matériaux phares naissent et qu'il faut produire des tonnes, ça le fera peut-être. Mais si derrière, il y a la demande, il suffit d'adapter l'outil de production et ça ira. Donc là aujourd'hui, vous êtes en mesure quand même de produire des quantités. Vous avez une ligne d'extrusion pour pouvoir faire un produit de manière réactive. Par rapport à la demande actuelle du marché sur l'industriel, oui. Alors du coup, justement, par rapport à cette demande, alors on l'a vu sur les réseaux sociaux, et on échange beaucoup avec les industriels, les makers qui fabriquent aujourd'hui des pièces pour répondre à une pénurie. J'imagine que Mhm. tu as été sollicité, vous avez été sollicité aussi par rapport à ça. Comment ça s'est passé, et quelles ont été un peu les expériences que vous avez eues par rapport à ça? Alors là, ça a été, vous avouerez que depuis 10 jours, c'est un peu le branle-bas de combat. J'étais obligé de mettre le téléphone en sourdine, sinon vous l'entendriez sonner tout le temps. Ça n'arrête pas, tout le monde veut imprimer, tout le monde veut aider, donc c'est plutôt sympa. Il y a un bel élan de solidarité au niveau des makers. Nous, on est encore tout petit, donc voilà, on a fait ce qu'on a pu à notre échelle. Euh, on n'a pas attendu les initiatives de Prusa, etc., pour travailler en direct avec les hôpitaux de notre région via des makers qui, à titre perso, sont des conjoints ou conjointes qui travaillent dans les hôpitaux. Donc, on s'est mobilisé assez rapidement pour donner tout ce qu'on avait sur des stocks, des bobines pas complètes, qui font pas parfaitement 1 kilo ou pas parfaitement 5 kilos. Voilà, donc on a donné sur les hôpitaux de la région, nos partenaires aussi historiques, des clients ou des Fab Labs qui nous ont fait confiance dès le début, qui se sont engagés, à qui on a offert tout ce qu'on pouvait. Donc, nous, à notre échelle, ça représente une centaine de kilos qu'on a offert.
Et puis après, face à la demande, on pouvait plus. On a des demandes qui arrivent de l'étranger, qui arrivent tous les jours de tous les groupes de makers un peu partout en France. Donc on s'est dit, on arrête notre production classique, c'est-à-dire on fait plus trop de ventes aux clients. Par contre, on fait une offre unitaire où on a fait 40% sur tout ce qu'on fait aujourd'hui. Par contre, en contrepartie, on demande aux makers d'accepter de prendre ce qu'il y a en stock en termes de couleurs, c'est-à-dire qu'on peut pas trop se permettre le luxe de choisir quand il faut produire dans l'urgence. Donc on a la bobine, enfin on a défini un coût unitaire à 15 € hors taxe du PLA et on essaye d'approvisionner tout le monde. C'est très compliqué de répondre à la demande, on est obligé de créer une liste d'attente. Et heureusement, on a la chance d'avoir un transporteur qui travaille toujours et qui en 24 heures à peu près, 48 heures vraiment quand il y a un petit couac, pour approvisionner tout le monde. Donc voilà, nous on est parti de ce truc-là, on s'est dit si on veut pouvoir aider un maximum, tant pis, on dédie la production qu'à ça, avec un coût arrêté pour tout le monde, et on essaye comme ça. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Alors pour nous, la contrepartie, c'est une amplitude horaire avec le premier qui arrive à 6 heures du matin et le dernier qui part à 21 heures pour bobiner, produire, conditionner, expédier. Donc c'est assez compliqué. Ça fait même 2 semaines qu'on produit même le week-end en fait. Donc 7 jours sur 7 quoi. Donc c'est assez chronophage, c'est pour la bonne cause. Et puis par rapport à la taille, on va dire, de notre startup, c'est du coup 100% du temps dédié, quoi. En tout cas, bravo. Et puis merci d'avoir libéré un petit peu de temps pour pouvoir nous partager justement votre expérience et puis présenter aussi ce que vous faites. Du coup, tu évoquais un marché qui aussi là avec des demandes qui viennent de l'étranger. Aujourd'hui, le fait d'être fabricant français, est-ce que ça veut dire que même vous êtes basé en Normandie, votre premier marché il est sur la région, avec les industriels de la région, parce que vous avez quand même une industrie, tu l'évoquais, qui peut avoir tout à fait besoin de ces technologies-là, ou est-ce que c'est un marché national? Voilà. Aujourd'hui, comment un acteur français des filaments se positionne? Mais comme tu l'as justement dit, on n'est pas très nombreux à fabriquer. Il y a beaucoup de marques qui revendent sous différents noms, liés à des fabricants d'imprimantes, liés à des sites multimarques, mais on n'est pas beaucoup à fabriquer, à produire, encore moins à faire 100% des extrusions sur nos propres sites. Donc c'est pas quand un industriel, je parle sur la partie B2B recherche, il n'a pas 50 000 choix, donc il nous contacte, nous, nos confrères, et puis après en fonction des possibilités, des compétences de chacun, ils font leur choix. Mais c'est vraiment plutôt échelle nationale. Là, les demandes ont afflué un peu de l'étranger à cause de l'épidémie. Donc, évidemment, c'est beaucoup l'Espagne, l'Italie. Mais en temps normal, ce ne sont pas des publics qui achètent chez nous. Parce que le grand public, déjà, ça achète énormément plutôt des bobines chinoises. Et puis, les pays du Sud ont un pouvoir d'achat un petit peu moindre que le nôtre. Donc, on a plutôt eu quelques demandes émanant des pays nordiques ou du Royaume-Uni quand on parle de l'étranger. Mais on va dire quand même qu'à 95%, c'est la France, la Belgique, quoi. Ok, merci en tout cas Marc pour ces précisions. Alors il y a des questions qui sont apparues, mais je voulais peut-être qu'on revienne sur un point important. Et c'est vrai que ça a soulevé des remarques et c'est assez interpellant. Finalement, vous êtes les seuls à proposer un produit, enfin à ma connaissance, dans lequel justement vous êtes dans une démarche complètement, on va dire, biosourcée, naturelle. Et et c'est vrai que c'est parfois un peu surprenant, hein. On entend parler d'un filament chargé avec des coquillages. C'est pas le premier élément auquel on pense. Comment est venue peut-être plus en détail, comment est venue cette démarche-là? Et est-ce que aussi ça fait partie d'une demande peut-être plus responsable des utilisateurs? Alors, c'est pas venu des utilisateurs, c'est venu de nous un petit peu. Des fois, on nous dit, hier encore quelqu'un qui nous a interpellé sur Twitter pour nous dire, mais vous êtes des malades, c'est quoi ces filaments au coquillage? On a la chance d'être une région où il y a pas mal de consommation à ce niveau-là dans les restaurants. Et vraiment, c'est parti, nous, à la base, de se dire, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on voyait, et ça nous gênait, filament 100% biosourcé, le PLA, c'est génial, c'est machin. Alors pour nous déjà, oui, c'est mieux qu'en effet aller extraire du pétrole des sols. Il faut quand même faire pousser le maïs, puisque nous, dans notre cas, c'est du maïs.
ça reste quand même aujourd'hui la meilleure alternative. Mais ce qui nous gênait, et pourquoi on a fait ça, c'est parce qu'on voyait toujours 100% biosourcé, 100% biosourcé, et nous-mêmes développant des PLA standards, on s'est dit, mais non, c'est faux, parce qu'on vient mettre du colorant dedans. Alors, le colorant, il peut être tout ce que vous voulez, il peut être compatible contact alimentaire, respecter tous les certificats, REACH, etc., tout ce qu'on veut, mais c'était quand même une partie mensongère. Et nous, on s'est dit, c'est pas possible, il y a bien un moyen de colorer ça naturellement, et en creusant un petit peu, et voilà, on connaissait un petit peu un acteur local qui était plutôt sur la région caennaise, donc en Basse-Normandie. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On avait déjà entendu parler d'autres procédés dans l'injection ou dans d'autres industries où on venait colorer avec du déchet. On s'est dit, bah, pourquoi personne ne l'a fait dans la 3D? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est compliqué? Et en effet, c'est beaucoup plus dur à extruder, mais ça demande une certaine dextérité, une certaine expertise, aussi bien au niveau de l'ingénierie en amont au bureau que après sur la partie vraiment de production. Puisque ce sont des filaments qui sont plus cassants au toucher. Par contre, ils s'impriment vraiment de la même manière, il n'y a aucun problème. Peut-être que certaines personnes qui nous écoutent ont eu l'occasion de les utiliser. C'est pas abrasif pour les buses, il n'y a aucun souci. Juste, ça demande plus de travail en amont et plus de développement. Voilà, je ne sais pas si d'autres personnes s'étaient penchées sur le sujet, mais en tout cas, nous, c'est de l'axiomie, c'est de se dire que si on voulait dire qu'on faisait du 100% biosourcé, bah, il fallait pouvoir dire que c'était vraiment du 100% biosourcé et ne pas omettre, si vous voulez, cet aspect de coloration industrielle. Et du coup, le fait d'ajouter finalement des éléments complémentaires, on est de l'ordre du pigment, on parle pas de composite, ou est-ce Non. que justement c'est une piste que vous creusez avec des charges peut-être minérales? On retrouve d'autres cas. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être exploré aussi en termes de composite? Alors, ça pourrait être exploré. Aujourd'hui, clairement, la gamme sur les 5 dont je vous ai parlé, ça n'apporte rien mécaniquement. C'est la même chose qu'un PLA standard, c'est vraiment purement de l'aspect de couleur. Après, ça change un petit peu la texture. On voit un peu de grain dans les couches. C'est un aspect un petit peu plus rugueux. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose de différent quand même dans la coloration. Mais mécaniquement, pour être clair, ça ne change absolument rien. C'est un PLA standard. Demain, il y a des pistes, et là, on sait que ça a déjà été fait. On est, nous, en Normandie, la première région productrice de lin d'Europe. Et le lin, ça a l'avantage d'être une fibre, par exemple, qui renforce. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait étudier. On resterait dans cette optique d'avoir un filament 100% biosourcé, naturellement coloré par la fibre de lin, et en plus, qui serait renforcé mécaniquement. Il faut voir après comment ça peut tenir. Et pour l'instant, toutes les pistes qu'on a creusées pour revaloriser du déchet en colorant n'apportent pas de propriétés mécaniques supplémentaires. Alors, du coup, je vois des questions qui apparaissent sur le chat sur quelles sont les possibilités quand on formule les consommables, quelles sont finalement les limites pour l'impression 3D. Je vois même des Quelles sont questions les possibilités? voilà. Les possibilités et les limites, qu'est-ce qu'on peut Allô? finalement, est-ce que ce qu'on fait dans la... Oui. Est-ce que ce que l'on fait dans l'injection plastique, finalement, pourrait être impossible en impression 3D? Pas Est-ce qu'il y a des forcément. contraintes Moi, j'ai la chance de travailler avec, donc, comme je disais, Florent, qui a lancé la société, qui était tout seul au début, qui aime bien un peu justement, on va dire plus c'est compliqué, plus il va se trancher sur le sujet. Donc, non, il faut essayer. Il y a pas forcément de choses impossibles. Il y a des choses plus difficiles. Après, tout ne s'adaptera peut-être pas à la 3D, ça c'est certain, mais il faut essayer. On peut pas dire tout de suite si oui ou non, ça l'est ou ça ne l'est pas en fait. Ok, alors j'ai pas mal de questions qui apparaissent justement sur ces consommables au colorant naturel. Est-ce qu'elles passent sur toutes les Mhm. imprimantes? Est-ce que voilà, c'était ça les questions. Voilà, est-ce qu'elles passent sur toutes les imprimantes? Est-ce que elles sont la matière est-elle plus poreuse? Voilà, c'est les principales questions qui apparaissent sur les questions de ces Non, consommables. alors nous aujourd'hui on développe surtout du 1.75. On a eu très peu de demandes sur le 2.85, sauf pour désolé pour ceux qui utilisent de l'Ultimaker, mais sauf là-dessus. Alors on va peut-être quand même dupliquer une partie de la gamme, notamment les coproduits. On est en train de faire évoluer notre appareil de production, donc ça va pas être pour demain, mais dans les mois à venir. Est-ce que c'est plus pour eux? Non, c'est du PLA de toute façon. C'est un matériau qui est fait plutôt pour être en usage intérieur. On sait que le PLA aime pas l'eau, on sait qu'il aime pas les grosses chaleurs, on sait que voilà, c'est pas le polymère le plus adapté pour faire de la pièce technique. Mais le coproduit, non, ça change rien, ça s'imprime de même manière.
on n'a pas eu de mauvais retours sur les imprimantes. À partir du moment où vous avez une imprimante qui suit, qui tient la route, qui imprime du 1,75 correctement, non, on n'a pas de. Ça passe sur des Creality, des Wanao, comme sur des Raid. Je ne peux pas faire toutes les marques, mais a priori, pas de mauvaise surprise pour le moment. Alors justement, on a parfois des retours d'expérience où lorsque dans une même gamme de produits, un filament qui aurait une couleur différente pourrait se comporter différemment lors de l'impression. C'est vrai que quand on a qualifié un consommable, on va jusqu'à dire qu'il faudrait le qualifier jusque dans sa couleur. Est-ce que ça, justement, c'est des choses ce sont ces colorants qui apportent ces transformations-là? Et est-ce que ça, vous le contournez avec des colorants naturels? Alors nous, en général, sur les filaments standards, on n'a pas de problème. On retrouve toujours, on colore de manière, on va dire, différente. Je peux pas rentrer dans tous nos secrets de fabrication, mais pour ceux qui ont déjà imprimé du Francophile standard, souvent, ce qui revient, c'est de me dire, dis donc, la couleur, on n'est pas prêt de voir à travers, en fait, parce que, voilà, on charge différemment. Par contre, sur la partie coproduit, la difficulté, et d'ailleurs, c'est pas une difficulté, on s'en cache pas, on le dit, on ne peut pas avoir d'un lot de déchets à l'autre lot de déchets exactement la même teinte. C'est-à-dire que si on a produit, je donne des chiffres ronds, histoire de parler, mais c'est pas du tout ça, mais 100 kilos de granulés de Saint-Jacques, cette fois-ci, elle était très blanche, la fois d'après, elle sera peut-être un petit peu plus jaunâtre. Le café, là, il tirait peut-être un peu sur le marron foncé, peut-être que la fois d'après, il tirera sur le noir. C'est-à-dire que le lot de déchets, il a cette particularité de ne pas pouvoir donner, et c'est normal, puisque les déchets ne sont pas toujours les mêmes, exactement la même couleur. Donc, il peut y avoir une légère nuance entre un lot et un autre. Et aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est une approche entre guillemets un peu originale, hein, peu connue. Est-ce que aujourd'hui les principaux utilisateurs de ces consommables coproduits, ce sont des entreprises qui prototypent, ce sont des gens tournés côté design. Quels sont un peu les utilisateurs finaux de ces produits? Alors, c'est assez rigolo. Il y a un public auquel on s'attendait et pour lequel, à la base, nous, on l'avait développé. C'était plutôt éducation nationale, Fab Lab, formation, les ateliers pour les enfants. On s'était dit qu'au-delà de faire quelque chose d'écologique et d'économie circulaire, c'était bien de proposer quelque chose sans colorant industriel, parce que aussi c'est eux les utilisateurs de demain et que au-delà de l'aspect sympa de la chose, c'est bien si on peut responsabiliser tout de suite les futurs utilisateurs. Et j'ai un peu perdu le fil. Quelle était la question de départ, du coup, tu me disais Du coup, quels sont les utilisateurs finaux Ah oui, voilà. de ces produits un peu Alors, oui, en effet, les designers, beaucoup, les cabinets d'archi pour des maquettes, ça a été assez rigolo. Et le public auquel on s'attendait pas, c'est plutôt les grosses sociétés qui intègrent ça dans des événements liés à la RSE. Donc, ils vont imprimer les nuits, la nuit de l'économie solidaire chez tel ou tel financier, comme ça peut arriver, et ils vont imprimer des trophées pour remettre à des collaborateurs sur des initiatives RSE. Donc voilà, ça c'est plutôt sur des politiques RSE, sur des grands noms auxquels on s'attendait un petit peu moins. C'est assez rigolo. Donc finalement, c'est plutôt les grands groupes qui sont impliqués dans cette responsabilité sociale de l'entreprise qui vont. C'est à eux qu'on demande le plus de comptes. C'est à eux qu'on demande le plus de comptes, ou après, oui, voilà, des activités de design, d'architecture ou quelques Fab Labs. Du coup, il y a l'aspect RSE, mais il y a aussi l'aspect HSE dans les lettres. Hein. Effectivement, on a eu l'occasion de recevoir plusieurs invités et de parler de ces questions lors de précédents lives. La question de sécurité, lorsqu'on imprime ces consommables, finalement, quand on prend la matière en elle-même, elle peut avoir une faible dangerosité, mais ces colorants-là, on ne maîtrise pas forcément s'il y a un risque complémentaire. Là, pour le coup, il n'y a pas de chimie complexe dans ces consommables. Non, alors en fait, c'est là où c'est quand même assez surprenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de certifier qu'un colorant chimique industriel ne porte pas de risque, puisqu'il répond à des critères, hein, les certificats REACH, les coloristes s'engagent à nous donner toutes les fiches de sécurité nécessaires. Par contre, pour certifier un lot de déchets qui, quand même, à la base, est compatible, puisque vous l'avez mis à votre bouche, vous avez mangé ce coquillage, vous avez mangé des céréales, vous avez bu le café,
et ben, c'est hyper compliqué de le certifier parce qu'en fait, on ne peut pas certifier une fois la procédure, il faudrait certifier chaque lot de déchets qui est transformé. Donc, tout est fait pour favoriser au final l'usage industriel. Et en effet, j'imagine que la problématique n'est pas simple. Du coup, Mhm. alors, j'ai vu des questions apparaître sur le chat. Alors, peut-être une question à deux étages. Sur la première question, c'était justement dans ce qu'on peut formuler dans les consommables. Est-ce qu'on peut avoir une expérience olfactive, pardon, et dans ces consommables coproduits, on pense au blé, on pense au café. Est-ce qu'il y a aussi une odeur qui ressort pendant l'impression? Alors, évidemment, vous y avez pensé, donc on y a pensé aussi. La partie olfactive, c'est compliqué parce que sur la partie coproduit, ça nécessiterait, pour l'instant, de nos premières recherches, euh, de casser cette chaîne 100% biosourcée, c'est-à-dire qu'il faudrait venir mettre des éléments chimiques. Donc, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Euh, Sympa quand ils passent dans l'extrudeur. Certains diront de popcorn, donc c'est assez rigolo. Alors, il faut pas non plus s'attendre des odeurs de fête foraine, hein, attention, c'est pas ça. Et le café aussi dégage une petite odeur. Alors après, placebo ou pas placebo, je ne sais pas. Par contre, il y a une petite odeur, mais il faut pas s'attendre à, à se rendre compte comme si on avait le nez au-dessus de sa tasse de café, en fait. Ok, du coup, alors toujours sur la côté formulation, je vois des questions qui sont apparues. Est-ce que les teintes sont sur demande ou vous avez un système comment vous pouvez répondre à une demande de couleur spécifique? Est-ce que vous pouvez y répondre? Alors oui, nous on fait hein, la couleur standard, la couleur sur personnalisée, on le fait et c'est quelque chose il y a beaucoup de demandes. À partir d'1 kilo, il y a des frais de développement. Donc en fait, c'est juste le temps de faire définir la couleur par le coloriste et puis nous de lancer la ligne pour la première fois. Donc le premier kilo, ça coûte 300 € hors taxe pour développer la couleur. À partir du moment où on l'a arrêté, que le client l'a validé, dès le deuxième kilo, on repasse sur les prix standards que vous pourrez trouver sur notre site. C'est vraiment pas un bénéfice, c'est juste que nous, on peut pas prendre à notre charge le développement d'une couleur qu'on n'a pas et que quelqu'un souhaite vraiment. Après, c'est très simple, hein, vous nous donnez une référence Pantone, RVB, un RAL, CMJN et on y arrive, pas de problème. D'accord, en effet, ça peut être tout à fait intéressant pour les entreprises qui veulent avoir leur propre consommable ou Ouais. répondre à des produits voilà, un peu sur mesure en termes de couleur. J'ai une question aussi de Patrick qui demandait, voilà, on voit des consommables PLA, ABS, à quand le PET? Alors, la question peut-être de Patrick, c'était à quand le PET peut-être dans votre gamme que tu appelles standard? Mais j'imagine qu'aujourd'hui, vous Mhm. êtes à même de fabriquer des consommables d'autres natures que PLA et ABS. Exactement. Alors, justement, Patrick lit un peu dans nos pensées. Le PETG, on était en train de se pencher sur le sujet. On était coupé en plein dans notre élan, malheureusement, par l'épidémie dont nous sommes tous victimes. Par contre, nous, notre idée, euh, tout ce qui est biosourcé est très bien, c'est déjà un bon début. Tout ce qui n'est pas biosourcé, alors pour l'instant, on est peut-être un peu utopiste. On est en train d'essayer de monter quelque chose avec un industriel, donc il y aura certainement les infos très prochainement si ça se fait, pour tout sourcer en matériaux recyclés. C'est-à-dire que si demain on fait du PETG, si on fait du polycarbonate, si on fait du PS, tout ce qu'on veut, on va essayer dans un premier temps, je dis pas qu'on y arrivera, mais notre volonté première, c'est de les travailler en recyclé et non pas en plastique neuf. Et donc, je pense que En le effet, premier, effectivement, ce sera certainement le PETG sur lequel on va essayer de se pencher. c'est un peu l'exclusivité du jour. Merci Marc pour cette info. Du coup, voilà, l'idée c'est vraiment de travailler en circuit court finalement, Ouais. d'être autonome sur une filière, d'être vraiment, pour le coup là c'est vraiment du made in France et entièrement le but d'avoir une Ouais. filière responsable. C'est ça. Alors après, il faut être honnête. Tout n'est pas aujourd'hui possible 100% en France. Après, nous, on fait un maximum en France. Nos lignes d'extrusion, elles sont françaises. Le coloriste avec qui on travaille, il est français. Le PLA, aujourd'hui, il n'y a pas de fournisseur suffisamment costaud
même en Europe pour répondre à la demande. Donc ça, malheureusement, on peut pas. Par contre, tous les déchets, aussi bien au niveau des colorants que du plastique recyclé, on va essayer dès que ce sera possible de faire en France. Eh bien, en tout cas, merci Marc pour ces précisions et puis pour cette volonté de faire un produit responsable. Je vous invite à poser vos questions, à ouvrir vos micros si vous le souhaitez pour d'autres remarques à notre invité. En attendant, donc, je vous précise que ce live sera bien sûr rediffusé sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Je profite aussi, on a eu des questions qui n'avaient pas été trouvées réponse lors de précédents lives, notamment par rapport au recyclage. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement de nos pièces qui sont produites et non utilisées? C'était la première question. Est-ce qu'il y a des pistes aujourd'hui de collecte? Et la deuxième question sur laquelle on n'avait pas eu de réponse, et peut-être que Marc, tu vas nous éclairer aujourd'hui, c'est sur les bobines en elles-mêmes, parce qu'on parle de matériaux naturels, de matériaux biosourcés, et là, pour le coup, c'est vraiment une approche entièrement biosourcée. Et qu'en est-il des bobines et comment est-ce qu'il existe aujourd'hui des solutions de collecte ou de recyclage? Alors nous, sur l'aspect purement bobine, celle qu'on utilise nous, on s'était penché au début sur les bobines en carton. Et ben, il faut savoir que comme pour le coproduit, on les vend plus cher parce que c'est beaucoup plus cher de travailler du déchet qu'avec du colorant standard, enfin industriel, comme j'expliquais tout à l'heure. Et ben c'est la même chose, c'est-à-dire essayer de travailler de la bobine propre entre guillemets aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher. Je suis pas sûr que le consommateur soit prêt à payer en moyenne 3 euros TTC en plus pour avoir des bobines propres. Nous, ce qu'on fait par contre, alors on fait pour l'instant des essais avec nos clients pro, c'est qu'on reprend les bobines vides qui viennent de chez nous pour les réinjecter dans notre cycle. On les reprend en notre charge. C'est-à-dire qu'une fois que le client me dit tiens Marc, là ça y est, j'ai un carton et il est plein, tu me le reprends, nous on leur envoie un bon d'expé, c'est Francophile qui prend en charge et on fait revenir les bobines et comme ça elles ont un cycle de vie, si elles sont pas éclatées ou cassées, elles ont quand même un cycle de vie qui est plus important qu'une seule utilisation. Ça on reprend. Après on voudrait le généraliser au niveau du particulier, ce qui est très compliqué au niveau du particulier. Il faut qu'il y ait quand même une discipline et que tout le monde joue le jeu et qu'on se retrouve pas avec des bobines que nous, on ne va pas pouvoir réutiliser derrière parce qu'on a développé des standards pour nos filaments et on peut pas se permettre de récupérer toutes les bobines de la concurrence si finalement elles vont finir à la poubelle chez nous au lieu de finir à la poubelle chez le particulier. Ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est vraiment de leur donner une vie, une nouvelle vie. Tout à l'heure, j'étais encore en contact avec un client particulier qui imprime énormément, quelqu'un qui fait du life size. Il se retrouve avec, il a plus de 50 bobines de chez nous, et il dit, attends, c'est largement le moment de nous les renvoyer. Donc, je lui envoie un bon d'expédition, et les bobines, elles reviennent chez Francophile, elles repartiront chez lui, et comme ça, elles ont un cycle de vie presque infini, j'ai envie de dire. En tout cas, très intéressant cette démarche et c'est vrai que ça pourrait peut-être inciter d'autres producteurs à mettre un système finalement de consigne ou de retour pour ces bobines dont on ne sait pas quoi faire. Exactement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention et encore bravo pour à la fois cette volonté de faire du Made in France et de le faire en plus de manière responsable et en allant vraiment dans le détail du biosourcé. Donc bravo pour cette initiative. En tout cas, ravi de t'avoir reçu pour ce premier cycle dédié à nos champions Made in France. Et du coup, merci surtout d'avoir pris le temps parce que je sais que vous travaillez 7 jours sur 7 et vous êtes vous êtes très disponible auprès des demandeurs aujourd'hui, makers et industriels. Donc, un grand bravo pour votre engagement. Et merci à tous. Merci à toi, Florian. Il y a l'adresse email de contact pour ceux qui auraient des questions. N'hésitez pas. On essaye d'être le plus réactif possible, malgré une actualité très chargée, comme vous l'avez compris. Mais voilà, n'hésitez pas. On essaiera de vous répondre avec plaisir. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Marc. On se retrouve donc la semaine prochaine. Nous allons dévoiler le programme des live classrooms qui viendront pendant le week-end et vous en serez informés dès lundi matin. On gardera les mêmes horaires, donc tous les jours 14 heures. Et je vous invite, avant que l'on clôture, il nous reste encore 5 minutes, à utiliser le chat pour pousser vos envies, vos remarques et les sujets que vous aimeriez voir traités pendant ces lives.
Donc, allez-y, profitez-en. Je vous dis tous un excellent week-end. Ne sortez pas trop, même s'il fait beau. Et vous pouvez en profiter pour revoir tous nos replays sur la chaîne F3DF de YouTube. Excellent week-end. À la Merci, semaine au revoir. prochaine.